Bonjour Fanny, bonjour Jérémy. Je suis vraiment très très heureux d'être avec vous aujourd'hui avec les étudiants parce que votre film donc fait partie de la sélection du prix France Culture et que il aurait dû sortir il y a quelques mois en salle et le hasard fait qu'on se retrouve maintenant ensemble. Le film est redaté pour le 23 juin, je crois. C'est ça, vous confirmez? Parce que comme ça bouge un peu les calendriers, tout ça. Ah non, Donc surprise de dernière minute, le 23 juin, cette fois pour de bon, le film devrait sortir. voilà, donc bon, les étudiants l'ont déjà vu, donc on va pas résumer le film et je vais leur laisser la parole très très vite. Je voulais juste dire que le 23 juin, sera l'occasion de le voir sur grand écran et moi je l'avais vu sur grand écran et du coup j'encourage tout le monde à pouvoir le voir dans les conditions des salles parce que c'est une belle expérience sensorielle qui se décuple en fait quand on le voit vraiment sur grand écran. Donc j'aurais juste une question, c'est à quelques jours de réouverture des salles, le 19 mai, dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que le cinéma vous a manqué? Ben oui, beaucoup, évidemment. En tant que spectateur et en tant que jeune réalisateur, on n'a qu'une hâte, c'est que les salles rouvrent pour pouvoir aller voir des films à côté de d'amis et d'inconnus et vibrer ensemble de divers sentiments. Pour Gagarine, on devait le sortir mi-novembre et c'est vrai que on n'a même pas encore eu l'occasion de le montrer aux habitants de la cité Gagarine ni à l'équipe. Et c'est la première chose qu'on va faire quand les salles vont rouvrir au cinéma Le Luxier à Ivry-sur-Seine où on a hâte de partager ça avec tous les gens qui ont participé à construire cette histoire et puis avec tout le public qui voudra bien venir le voir par la suite. Ben, super. Alors, voilà, tous les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à du coup vous manifester en mettant une petite main, en appuyant, en cliquant sur une petite main. Et moi, je suis là pour passer la parole. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est que les étudiants puissent vous rencontrer. Et c'est une vraie chance pour eux d'avoir accès aux cinéastes de films de si grande qualité. Donc, voilà, on va commencer tout de suite par Sophie Bonnet. Merci. Bonjour, Bonjour. j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Tout d'abord, bravo pour votre film, il m'a vraiment particulièrement plu. Et merci aussi de prendre le temps de répondre à nos questions. Moi, en fait, je me suis permise de faire le parallèle avec le film Atlantique de Mati Diop, dans la mesure où sur le fond, le film est aussi une forme d'hommage à ce qui reste. Et sur la forme, plutôt, j'avais aussi l'impression d'assister à une sorte de mélange des genres, si je puis dire, une sorte de réalisme magique avec aussi une dimension documentaire. Et à travers les discussions qu'on a eues avec les membres du jury, parce qu'on discute un peu entre nous des films qu'on regarde, et j'ai pu remarquer qu'il y avait aussi un peu les mêmes critiques sur le film. Il y avait pas, souvent cette idée que certaines dimensions du film n'étaient pas abouties. Pour la faire court, sur Gagarine, les gens reprochent le fait d'avoir survolé les problématiques sociales et dramatiques des banlieues ou de ne pas avoir traité la thématique de l'espace correctement. Et pour Atlantique, c'est vrai que j'ai regardé, on a un peu aussi ces mêmes idées, notamment sur les thématiques de l'immigration, de l'émancipation de la femme et sur le genre fantastique qui est pas parfaitement. Enfin, on le reproche de ne pas être parfaitement exécuté. Pour ma part, en fait, je suis pas vraiment d'accord avec ces critiques du tout, parce que j'ai l'impression que justement, ces critiques passent à côté de la dimension poétique du film. Et du coup, je voulais savoir, vous, comment vous défendiez la richesse cinématographique de votre film face à ceux justement qui disent qu'il y en a trop pour que tout soit parfaitement exécuté et lié, si je puis dire. Voilà. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant d'avoir des retours. Merci. Et merci aussi de nous comparer à Atlantique, vraiment un beau film. J'ai l'impression pour répondre à cette question qui est un peu complexe, j'ai envie de partir d'un peu avant et juste de vous raconter un peu comment on est arrivé dans cette cité, enfin, comment on a choisi
de partir sur ce réalisme magique et ce mélange des genres dont tu parlais. Et alors en fait, avec Jérémy, on n'est pas de Paris et quand on est arrivé d'ailleurs il y a 6 ans à peu près, on a rencontré la Cité Gagarine à Ivry. On n'avait jamais fait de film et c'était la première fois que des copains architectes nous demandaient de venir faire des vidéos documentaires, des portraits d'habitants pour avoir leur point de vue sur la démolition. Et nous, en fait, en arrivant dans ce quartier, on a été hyper impressionnés par cette grande barre de briques rouges, d'abord par son architecture, parce qu'on savait qu'elle allait être démolie. On s'est dit, ouais, mais c'est démoli. Enfin, ça a l'air d'être pas en si mauvais état. Puis rapidement après, en fait, on a discuté avec les gens. On s'est rendu compte de toutes les histoires de vie qui allaient disparaître, des gens qui avaient été là sur des générations. Et puis surtout cette histoire qui rejoignait la grande histoire d'un astronaute qui était venu inaugurer la cité dans les années 60 et qui déjà pour nous amenait une touche de fiction et de science-fiction presque à cet endroit qui avait déjà une histoire dramatique, quoi. Et c'est un endroit où on a commencé par faire un court-métrage de 15 minutes en 2015 et où ensuite on n'a pas arrêté d'aller et de passer du temps avec les habitants, de faire des ateliers de cinéma et tout ça. Et c'est vrai que nous, le parti pris qu'on avait, c'est tout de suite, on a eu envie de rendre hommage à ce lieu, à ses habitants, par une fiction, parce qu'on avait envie d'amener de la magie dans le réalisme, mais en ayant un fort ancrage documentaire. Et ce fil de l'espace nous a paru être le bon. Mais c'est vrai que notre film, on a eu envie de parler de cette cité en prenant l'aspect positif des rêves de la jeunesse qu'il peut y avoir et les rêves de tous les habitants, mais on a parlé d'un jeune, Yuri, qui a 17 ans, et sans nier la difficulté qu'il peut y avoir, les violences, la précarité qu'il peut y avoir dans cette cité, parler de la poésie, de l'attachement, puisqu'on on a l'impression que la violence, c'est quelque chose qu'on nous montre beaucoup quand on voit des films sur les banlieues, dans les médias, dans les journaux. Et ce qu'on a senti aussi tout de suite, c'est que nous, en travaillant avec les habitants dans des ateliers, eux, ça les intéressait pas qu'on raconte encore quelque chose de négatif sur le lieu où ils vivent tous les jours. Donc, on a suivi ce fil-là, c'était un choix. Et ce qui a été dur, nous, pendant toute l'écriture, la réalisation, le montage, c'est de rester sur le fil et en équilibre entre ces deux, voilà, ces deux choses, le réalisme, la magie. Et c'est sûr que, voilà, après, c'est vachement intéressant de savoir, pour certains, peut-être, il manque de l'espace, pour d'autres, du réalisme. Nous, c'est le résultat auquel on est arrivé et qui nous a paru être le bon équilibre. Peut-être juste compléter en quelques mots sur le fait que pour essayer d'atteindre cet équilibre, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de mettre notre mise en scène au niveau du point de vue du personnage principal de Yuri. Et du coup, on commence le film dans un certain réalisme parce qu'il est encore dans la vie, encore dans la communauté et il rêve d'espace, mais à une échelle assez réelle, quoi. Et c'est à mesure que la cité se vide et qu'il se retrouve de plus en plus seul dans ce grand bâtiment, qu'il doit se réfugier dans ses rêves pour trouver des ressorts, des forces de survie, et que la magie et le délire presque onirique prend le dessus, et que donc notre mise en scène se transforme aussi crescendo. Et nous, on a décidé de placer notre curseur à la hauteur de ce personnage-là, parce qu'on sentait que c'était comme ça qu'on trouverait notre justesse à nous. Voilà. Très bien, merci beaucoup et encore merci pour ce film. Vraiment, C'est ta question, merci beaucoup. Merci Sophie. Eh bien, nous allons pouvoir passer la parole à Nathan Michis. Bonjour. 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 Je vous remercie de prendre du temps pour répondre à nos questions. Moi, j'ai plutôt une question par rapport à votre processus créatif. Vous êtes un duo et on sait que faire des films, surtout, j'ai l'impression que vous êtes aussi scénariste, réalisateur, vous faites pas mal de choses dans le processus de création. Et souvent, ce processus de création, c'est souvent des projets qui sont assez personnels. Donc, moi, ma question va plutôt porter sur comment est-ce que vous fonctionnez à deux. Comment vous avez réussi à monter ce projet ensemble, même si ce n'est pas votre premier projet ensemble. Voilà. Fanny et moi,
on s'est rencontrés à 18 ans en rentrant à Sciences Po Bordeaux. À l'époque, on ne savait pas du tout qu'on allait vouloir faire des films. En revanche, on est devenus très amis très tôt et on a des sensibilités en commun, je pense, et des parcours de vie en commun aussi parce qu'on a fait des études d'urbanisme tous les deux et des voyages en Amérique du Sud qui nous ont tous les deux beaucoup marqués. Et du coup, quand on est arrivé il y a 6-7 ans à Paris avec l'envie commune par nos chemins personnels de faire des films, on a décidé de se lancer ensemble. Et ça fait qu'on a tout appris à deux en faisant, sans passer vraiment par des écoles de cinéma. Et ça fait qu'on ne se délègue rien. On fait tout à deux, quoi. On a plaisir tous les deux et à écrire, et à diriger les acteurs, et à communiquer avec chacun des chefs de poste. Donc, pour que ça marche, ça demande beaucoup de temps de discussion à deux pour être sûr qu'on est d'accord l'un et l'autre sur le chemin qu'on est en train de reprendre. C'est presque comme éduquer un enfant avec deux parents, quoi. Surtout que les films, ça devient un peu nos bébés à tous les deux, quoi. Après, ce qui est beau et qui nous plaît beaucoup, nous, dans le cinéma, c'est que c'est un art collectif dans tous les cas. Et donc, il faut apprendre à communiquer avec des gens qui ont des talents que nous, on n'a pas, que ce soit le chef opérateur ou le compositeur. Et c'est vrai que notre binôme, il s'est aussi construit avec plein d'autres personnes qui sont devenues des alliés depuis notre tout premier court-métrage jusqu'au long-métrage. On a gardé presque la même équipe, Victor Seguin à l'image, Lucie Jacques, la première assistante, Daniel Darmon qui fait le montage de tous les films. Et je pense que c'est ces rapports aussi qui nous aident à nous sentir de plus en plus cohérents dans notre manière de travailler, qui s'invente pas à pas. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, mais je dirais aussi que après, comme tous les processus créatifs, ça donne lieu d'être deux comme, à des choses qu'on ne maîtrise pas. Et parfois, ça me fait penser parce que la question d'avant, c'était ce truc d'équilibre entre réalisme et fantastique. Et nous, pendant tout le processus aussi, on s'est dit, tiens, bah, Gagarine, c'est marrant parce que c'est un film qui est vraiment entre effondrement et apesanteur parce que c'est une cité qui se détruit. Et en même temps, il y a tout cet envol vers le rêve. Et je me dis que peut-être qu'inconsciemment, être deux aussi, c'est toujours un peu être sur un fil et réussir à se parler pour trouver le bon équilibre. Et je crois que c'est un enjeu qui nous plaît beaucoup, quoi, qui nous met tout le temps en alerte, enfin, parce qu'on est un miroir l'un pour l'autre et que du coup, ben, je pense que ça fonctionne un peu de la même manière quand on est seul. On se répond, mais sauf que là, bah, c'est en vrai, et c'est parfois plus vivant pour nous. Puis parce que concrètement, c'est vrai que le cinéma, écrire un film, ça peut être un processus très long. Et du coup, nous, on a trouvé ça riche, là, pendant les 3-4 années d'écriture qu'on a eues, d'être deux et que ça continue après sur le tournage et puis au montage. Et voilà. Votre réponse. Du coup, je vais en profiter pour rebondir dessus. Donc, vous aviez pas du tout commencé par des études cinématographiques. Donc, je voudrais du coup rebondir sur ce que vous m'avez dit pour savoir quel a été votre parcours, comment vous en êtes arrivé à faire des films. Merci. Donc c'est vrai que, comme on a dit, on a tous les deux, après le bac, on est rentrés à Sciences Po à Bordeaux et je pense que c'était un peu, on naviguait un peu à vue, mais en même temps, ça nous a vraiment amené cette curiosité pour le monde, je pense, que permettent ces études-là, et notamment parce qu'on a eu trop de chance de pouvoir partir à l'étranger. Donc Jérémy, il a passé, quand on avait 19 ans, un an en Colombie, moi j'étais un an au Pérou. Franchement, ça a été un choc de découvrir l'esprit réalisme magique un peu de l'Amérique du Sud. Je dis l'esprit parce qu'il y a un mouvement littéraire et qui est présent dans le cinéma, mais aussi simplement dans les conversations avec les gens qu'on peut rencontrer, la présence du mystique, comment elle est différente dans France. C'est quelque chose qui nous a tous les deux pas mal inspirés. Et je pense qu'après ça, on avait aussi tous les deux un goût pour l'écriture et envie de raconter le monde, quoi, et d'en être un témoin peut-être en s'en dégageant, nous. Et le problème, c'est que, enfin, je veux dire, je pense qu'on a passé du temps à chercher un outil. Et il y a un moment où après la photo, après le cinéma, c'est devenu une évidence parce que ça mélangeait un peu beaucoup de choses qu'on aimait et surtout qu'on aimait dans la vie, puisqu'on on adorait aller au ciné, voir des films, s'évader comme ça. Et
notre premier pas là-dedans, c'était, enfin, pour Jérémy, il a fait l'USAS, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une formation de création documentaire sur 1 an dans un village en Ardèche, qui est, enfin, voilà, une formation hyper libre et qui lui a mis un pied dedans. Et moi, j'ai été prise à une résidence qui s'appelle La Ruche à Jindou, dans le Lot. Et c'est une résidence d'écriture de scénario pour autodidactes. Et je crois que tous les deux, ça nous a mis un pied dedans, ça nous a fait nous rendre compte que le cinéma, c'était un art aussi qui pouvait être exercé par des gens différents, parce que forcément, c'est quand on n'a pas du tout de lien avec ça, pas de famille là-dedans, ça peut paraître une montagne, quoi, et c'était le cas, je pense, pour nous. Et du coup, petit à petit, et surtout notre premier cours Gagarine, on l'a fait vraiment dans un élan de... On s'était retrouvés tous les deux à Paris, on avait rencontré cette cité, ses habitants. Ça a été un peu sans réfléchir, et puis aussi avec beaucoup de chance, parce qu'on a autour de nous réussi à constituer une équipe de gens super talentueux, notamment notre chef-op Victor Seguin, qui nous ont aidés à faire un vrai premier court-métrage, qui a ensuite à voyager. Et donc, petit à petit, on s'est retrouvés dedans sans l'avoir complètement planifié, même si on en avait très envie. On a fait un deuxième cours, on en a fait un troisième, un quatrième, et l'écriture du long aussi a commencé après notre deuxième court-métrage. Donc voilà, après, il y a beaucoup de facteurs, peut-être familiaux, enfin, d'envie de récit qui nous ont amenés au cinéma, mais ça a été le parcours un peu concret. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. N'hésitez pas aussi à écrire vos questions si vous n'avez pas de micro. Hein, on peut les relire, les prendre en charge et les poser à Fanny et à Jérémy. Donc là, d'ailleurs, une première question de Guillaume Reury qui est plutôt sur la direction d'acteurs, qui vous demande comment vous avez travaillé avec les acteurs, comment vous avez travaillé spécifiquement peut-être avec Yuri. Mais peut-être avant de répondre à la question de Guillaume, peut-être vous pouvez nous expliquer comment s'est passé le casting, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez aussi fait des ateliers vidéo avec certains habitants de la cité. Est-ce qu'il y a eu j'imagine des allers-retours entre la réalité et votre désir de fiction? Comment vous vous êtes imprégné de tout ça? Alors, c'est vrai que on a passé plusieurs années à créer des liens avec les habitants de Gagarine. Et dans le film, il y a de nombreuses scènes où on voit beaucoup de visages d'anciens habitants, que ce soit les scènes finales avec une 150 figurants qui sont tous des anciens habitants, ou les scènes du début de l'éclipse. Tout ça, c'est des visages de Gagarine. Et il y a pas mal la bande de jeunes, c'est des jeunes de Gagarine, dont certains avec qui on a fait des courts-métrages, il y a des ateliers sur les rêves de la jeunesse au cours de l'écriture, quoi, et qui ont à la fois nourri la fiction, et en même temps, on avait créé des tels liens que c'était une évidence qu'il fallait qu'ils soient dans le film. Et du coup, quand on a commencé à chercher les rôles principaux avec Judith Chalier et Aline Badiane, Judith Chalier qui était directrice de casting sur le projet et qui a l'habitude de trouver des acteurs non professionnels pour les amener sur des projets de fiction. Au début, on rêvait de trouver notre Yuri dans la cité Gagarine, évidemment. Et des fois, le hasard fait pas tout à fait bien les choses. Donc, on a élargi un petit peu la recherche. Ça a duré 6 mois, en vrai, pour trouver notre Yuri. Et finalement, c'est un jeune homme de 17 ans du lycée Diderot à Paris 20e qui a répondu par un mail après avoir vu un flyer devant son lycée. Il s'appelle Alseni Batili. Et nous, on est tombé sous le charme de son côté hyper pur, en fait, quelque chose de très enfantin dans le regard, dans le sourire, avec pourtant un physique de héros déjà, et ce contraste-là collait vachement bien à notre personnage qui reste hyper attaché à son enfance et qui en même temps est quelqu'un de très indépendant et d'hyper fort aussi. Il fallait qu'on croie à tout ce qu'il va fabriquer euh, au fur et à mesure que le film évolue. Et, euh, et ensuite, parce qu'on avait déjà fait ça aussi un peu sur les courts-métrages, on avait aussi dans l'idée de mêler des comédiens comme ça, non expérimentés, à des gens un peu plus professionnels. Et donc, avec Judith, il y a eu un équilibre à trouver. Donc, dans le processus de casting, on a fait beaucoup de binômes, de trios pour trouver Oussam, Diana, Yuri, et puis petit à petit composer ça. Et c'est vrai que l'idée que Lina Koudry incarne Diana, ce personnage de jeune fille rome, d'un contexte parti d'une chose très réelle, parce qu'il y avait vraiment un bidonville avec une communauté rome au pied de Gagarine qui a été détruit il y a quelques années. Ben, c'était hyper
fort pour nous parce que ça permettait de faire confiance aussi à une actrice qui allait prendre en charge des émotions fortes au cours du film et qui a apporté beaucoup, je pense, dans son échange à Alseni et avec les autres comédiens. Donc il y a eu des binômes comme ça, Finnegan Oldfield, Jamil McRaven, Farid Darwash, c'est un petit peu une équipe qui a constitué les visages principaux qui allaient incarner Gagarine. Après, sur le travail avec les acteurs, Fanny, je te laisse parler un peu peut-être. Pour le travail, déjà, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de casting, même si Alseni, aujourd'hui, c'est une évidence parce que le film est fait. Et voilà, on a mis du temps à se décider. Puis on voulait vraiment tester les binômes Yuri, son copain qui finalement est Jamil McRaven, Lina. On voulait vraiment que ça fonctionne bien. On les a beaucoup, beaucoup vus en casting. Et après, on a répété au moins une fois toutes les scènes du film. Et nous, notre idée, c'était que, en fait, on avait envie, sur le tournage, de laisser de la place à l'image, au mouvement de caméra qu'on avait envie de faire, parfois un peu complexe sur certaines scènes. Donc, pour nous, le jeu, et par manque de temps, parfois, au tournage, on ne peut pas privilégier les mouvements de caméra et l'improvisation au jeu. Et du coup, le jeu était plutôt calé, dans le sens où les scènes étaient répétées. Les acteurs s'étaient emparés des dialogues, on avait évidemment changé des choses, on l'avait réécrit un peu avec eux, mais une fois que c'était calé, une fois qu'ils les avaient répétés et qu'on avait réécrit un peu ensemble sur le plateau, après, c'était assez écrit, quoi. Et mais on a notamment pas mal répété avec Elseni, et il a eu aussi une coach qui s'appelle Delphine Zing et qui a l'habitude de travailler comme ça avec des non-professionnels et qui a plutôt travaillé à aller chercher chez lui des émotions fortes, à les pousser, à lui faire vivre des choses un peu extrêmes pour qu'ensuite au tournage il puisse retrouver ces sensations-là dans certaines scènes et se rappeler de ce qu'il avait vécu. Et ça a été vraiment intéressant pour lui. Et voilà, après, c'était assez intéressant sur le tournage, chacun s'est apporté son expérience, quoi, que ce soit une expérience de vie, de jeu, des gens plus ou moins jeunes. C'était assez beau de voir que le mélange prenait. Peut-être rajouter juste que c'est vrai que pour chacun des comédiens qui incarnaient un habitant de la cité, on leur a demandé de faire un travail d'immersion aussi pour rentrer dans cette vérité-là. Donc Lina, par exemple, elle a passé pas mal de temps avec certaines jeunes filles de la communauté rome qui vit à Ivry-sur-Seine. Farid Arawaj qui joue un peu la mère de substitution de Yuri. Ce groupe de femmes qu'elle forme sur le toit tout ensemble, les autres femmes, ce sont des femmes du quartier, et Farida, elle a passé beaucoup de temps avec elles, notamment dans des répétitions de danse, ce qui a permis de souder un petit peu ces femmes ensemble. Finnegan Oldfield qui joue un petit peu ce dealer désuet et perdu, c'était pas simple ce qu'on lui demandait au début parce qu'on lui demandait de jouer le leader d'un groupe de jeunes qui se connaissaient très bien depuis tout petit alors que lui il débarquait un petit peu, et donc pour créer cette crédibilité, et on lui a demandé de passer du temps avec les jeunes, d'inventer des choses en répétition ensemble, et c'est vrai que ça a été beau de voir que arrivé sur le tournage, tous ces temps passés en amont en groupe ont permis à chacun de venir avec force, je crois, pour incarner ce qu'on leur demandait de faire. Merci beaucoup. Peut-être on peut passer à la question de Nathan Engelking. Je suis désolé si j'écorche votre nom, hein, parfois je fais vraiment pas exprès. Pardon. Bonjour, alors bravo pour le film. Alors j'avais eu la chance de le voir en salle avant que celle-ci ferme, mais donc du coup, en fait, il y a un truc qui m'a manqué finalement de le revoir à la maison, et d'ailleurs ça va être un peu ma question. En fait, j'ai deux questions, mais la première c'est ça, c'est le travail sur le son, en fait, parce qu'à la maison le son il est vraiment 10 fois moins bien qu'au cinéma. Du coup, c'était pour ça que j'ai trouvé, quel était votre travail sur le son. Et la deuxième question que j'avais, c'était sur le travail des images d'archives. Donc, vous utilisez beaucoup d'images d'archives dans votre film. On parle d'images d'archives historiques, comme des parts de fusée, etc. Mais il y a aussi des anciennes images de leur famille, par exemple des acteurs, etc. Et c'était pour savoir comment vous avez voulu les intercaler dans votre film. Voilà. Merci. Merci. Alors, je commence par répondre pour le son. C'est vrai qu'à partir du moment où on était parti sur ce mélange de ramener de la science-fiction dans un contexte de cité, ça s'est traduit en fait à l'image, à la déco et au son.
Et du coup, au son, c'était hyper intéressant ce qu'on a fait avec Dana Farzaneh-Pour, l'ingé son. On s'est préparé à enregistrer plein de sons réels de la cité. En plus, c'était une cité un peu particulière parce que on a tourné dans la cité vide juste avant qu'elle soit démolie. On a eu une partie de la cité pour tourner et de l'autre côté, il y avait des ouvriers qui arrivaient en combinaison presque d'astronautes et qui venaient pour désamianter la barre d'immeubles. Donc le son était déjà un peu pas celui d'une cité vivante. Et en fait, les sons, en tout cas, on les a altérés un peu pour que, au fur et à mesure du film, plus on va vers l'espace, plus il soit étrange et plus il soit irréel, quoi. Et donc on a travaillé là-dessus. Après, bah, le son, ça inclut la musique. C'était un travail aussi hyper agréable qu'on a fait avec les frères Galperine qui avaient fait notamment la musique de Faute d'amour dont nous on était hyper fans, donc on était trop fiers de travailler avec eux. C'est des frères compositeurs russes qui habitent à Paris et on les a rencontrés en amont du tournage, ils avaient lu le scénario, donc c'était un travail super intéressant. Ils ont fait toute une partie de la musique et à la fin c'est Amine Bouafa qui avait fait notamment la musique de Timbuktu qui est aussi un compositeur génial et hyper sensible et qui nous a accompagnés parce que c'était un gros morceau à la fin et qu'on voulait assez épique et il a composé toute cette musique-là. Et on l'a rencontré parce que c'est lui aussi qui a fabriqué avec nous le morceau qui est au milieu du film quand justement on part sur les images d'archives, qui est chanté par une chanteuse syrienne qui s'appelle Lena Chamamian et qui s'appelle Yatara et que nous on aime beaucoup parce que ça a été écrit pour le film et on est tombé amoureux de ce morceau. Je pense pour le son, c'est un peu ça, et après je te laisse parler des archives. Pour les archives, c'est vrai que nous, depuis le tout premier court-métrage, on aime bien mêler les formats pas que pour une question de format, mais aussi parce que souvent ça apporte de la profondeur à nos personnages. Euh, L'évidence, elle vient avec la première archive qui débute le film, qui a été un peu un cadeau qu'on a trouvé à la fin du montage de notre premier court-métrage. On savait qu'on voulait donner l'information aux spectateurs que Yuri Gagarin avait inauguré la cité, mais on ne savait pas qu'une archive vidéo existait. Et c'est à la toute fin du montage qu'on avait, en fouillant un peu plus, trouvé 1 heure d'archives du Parti communiste de ce Yuri Gagarin fraîchement revenu de l'espace qui faisait le tour de la ceinture rouge, donc des banlieues communistes à l'époque autour de Paris, et qui inaugurait piscines, stades, cités fraîchement construites. Et c'est vrai que c'est une image forte pour démarrer le film parce que elle dit à la fois une époque de rêves spatiaux et un héros qui incarne ça, mais aussi une joie collective de gens qui vivent dans un bâtiment neuf où il y avait beaucoup de bidonvilles à l'époque et où du coup un bâtiment comme Gagarine symbolisait une vraie une utopie de vivre mieux et de vivre ensemble aussi avec de la diversité culturelle, sociale à l'intérieur de ces bâtiments. Et c'est vrai que du coup, nous, en démarrant le film avec cette archive, et ensuite en arrivant dans la chambre de Yuri, notre personnage principal devient un peu l'héritier de ce passé. Et donc parfois, c'est un passé politique qui s'immisce grâce à ces archives. Parfois, c'est des choses plus personnelles, comme ce moment où Alseni Batili danse avec sa vraie maman en archive au milieu d'autres habitants de Gagarine en archive aussi. Ça, c'est le résultat d'un processus on a lancé pendant le montage où on a un peu fait des appels à vidéos personnelles sur les 50 dernières années à tous les anciens habitants de Gagarine parce qu'on sentait que ça allait nous aider par endroits dans le film à respirer autrement quelque part. Et c'est vrai que ben, là, par exemple, c'est un moment d'au revoir un peu triste où Farid et Yuri se quittent. Et la musique dont Fanny parlait démarre et on s'évade pendant quelques secondes. Ça dure pas très longtemps. Mais quand on en revient, j'ai l'impression qu'on se sent un peu plus proche encore de nos personnages. Donc voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur les archives. Non, mais juste un truc, c'est que je pense qu'en nous, on a vraiment une envie forte. Je sais pas, il y a un truc, je pense, qui nous tracasse et qui fait qu'on fait des films aussi, c'est envie de garder une trace, quoi, de laisser une trace, je sais pas, mais plutôt par exemple, pour La Cité, là, on avait envie quand même que ce soit un film, idéalement, que les gens de la Cité s'approprient et que ce soit un hommage, quoi, à cet endroit. Et on trouve ça toujours hyper fort, quoi, de trouver des images du passé, et notamment quand là, on retrouve la même cité avec une foule de gens tellement enthousiastes, on se dit, mais en fait, c'est hyper intéressant toujours de se rappeler du passé, de regarder devant, derrière, parce que
Parce que si on oublie ça, on comprend rien à la situation des cités aujourd'hui, à ce que ça peut faire aux gens qu'elles soient démolies. Enfin, donc c'est voilà, c'est aussi cette nostalgie, je pense, qui nous pousse à chercher des artistes et des archives. Et puis c'est beau aussi, les images d'archives. Merci beaucoup. En tout cas, votre film, il donne envie de faire du cinéma et ça fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup. Trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathan. Pour compléter, peut-être, pour aller dans le sens de la question de Nathan, on avait une question écrite d'Arthur qui reparlait aussi de la question du traitement sonore, du travail sur le son que vous faites et qui donne, enfin, qui emmène petit à petit vers les sons de l'espace. Il mentionnait notamment l'idée que quand Yuri ouvre une fenêtre, on a un bruit d'écoutille, etc. Comment vous avez travaillé avec vos ingé-sons sur ces nuances, en fait? Parce que c'est quelque chose qui arrive aussi peu à peu, qui amène petit à petit dans la poésie du film. Ben, l'idée du sound design, un peu spatial, c'était qu'il soit puisé dans les sons du réel. Donc, je ne sais pas si tu me dis si je me répète un peu, Fanny, sur ce que tu as dit sur le son, mais en gros, c'était se dire, au début, c'est des petites choses. Donc, effectivement, c'est un son d'ascenseur ou d'un hublot qui s'ouvre, mais qui, en le forçant un peu en sound design, ont des vrais sons qu'on a pris dans la cité, ou d'un RER qui passe juste au bord de la cité, mais qui, en les étirant un petit peu, en les métallisant un petit peu, vont nous faire penser à autre chose que ce que l'on voit. Et puis après, c'est toute la métaphore de plus on s'engouffre dans l'espace, plus les sons du réel disparaissent pour laisser place à des petits sons étranges qui créent une distorsion jusqu'au silence total de Yuri expulsé dans le cosmos. Et c'est vrai qu'il y avait un peu toute cette direction, cet arc de un début naturaliste avec beaucoup de sons de vie jusqu'à un silence total de cosmos. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Peut-être on peut donner la parole à Gaëlle Robert. Oui, bonjour. Bonjour. Déjà, je suis ravie de savoir que le film va pouvoir ressortir en salle et que je vais pouvoir y retourner le voir sur grand écran parce que j'étais assez frustrée de le voir sur mon petit écran d'ordinateur. Justement, j'avais deux questions qui sont plus ou moins liées autour de l'image. La première, c'est que, pour revenir sur la toute première question de Sophie, moi, je fais partie du camp de ceux qui ont beaucoup apprécié le fait que le film se détache un peu d'un propos plus social et peut-être engagé autour des cités, même si j'ai trouvé par certains plans, notamment aériens, un parallèle avec le film qui va avoir maintenant presque 3 ans de Lajli, Les Misérables. Alors, je ne sais pas si c'était voulu ou non, comme je pense que les deux projets sont quasiment... Enfin, le film n'était peut-être pas totalement sorti quand vous avez commencé à filmer, donc c'est peut-être des inspirations qui sont venues qu'après. Et ma seconde question était, malheureusement, la date a été repoussée de sortie, mais est-ce que finalement, c'est pas un mal pour un bien? Parce que le film, là, est peut-être nourri enfin, prend une dimension toute différente avec les différents confinements qu'on a subis. Enfin, moi, je sais qu'en étant coincée chez moi, j'ai parfois même pensé aux astronautes. Et en plus, ça vient s'ajouter cette actualité spatiale de Thomas Pesquet et pas mal de nouvelles de ce qui se passe dans l'espace. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, le film va être encore plus enrichi de l'actualité qu'il peut y avoir en ce moment? Oui, alors pour répondre merci pour ces questions. La première sur l'AJ, notamment ces inspirations-là, c'est effectivement, on avait commencé à écrire un film bien avant Les Misérables. C'est un film qu'on a adoré, je pense, tous les deux, et Jérémy. Et je sais pas, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je dirais que c'est notre film, Gagarine, c'est l'autre facette de la même pièce. On parle de territoires qui se ressemblent, on décide de les traiter hyper différemment. Et pour être honnête, et pour parler d'inspiration, il y a La Haine, évidemment, qu'on a vu tous les deux, et qui est un film hyper génial aussi. Mais nous, on était plutôt inspirés, ou en tout cas hyper impressionnés par des films comme ceux de Léo Scarax, où on adore la poésie des personnages qui ne sont pas faits pour le monde, qui sont un peu à côté, comment ils filment des territoires, Paris, de manière toujours hyper inventive. C'est une redécouverte de territoire aussi. Et c'est plus inspirant pour nous que des films qui traitent, on dit des films de banlieue, et dans ce cas-là, on pourrait parler de Divine
Et c'est super, mais c'est un peu gênant parfois ce classement de genre de film, parce que ça veut dire que c'est un territoire où on peut raconter qu'une seule histoire, et je pense que nous, on a essayé de faire autre chose. Et aussi pour nous, quand on a commencé à faire Gagarine, parce que j'ai vu qu'il y avait une question dans les questions écrites, donc j'en profite pour répondre. On a aussi on s'est re-regardé les films, les grands classiques de science-fiction, et 2001, et Blade Runner, et notamment ça nous a inspiré pour quel vaisseau va construire Yuri dans son appartement. Et c'était voilà, enfin, c'était amusant, en tout cas pour nous, de revoir tous ces films et de se dire, ben, on peut amener un tout petit peu de ça dans un contexte où c'est pas du tout attendu. Et puis, je vois aussi qu'il y a une question sur le film de Dominique Cabrera et on trouve que ces films sont hyper beaux aussi pour comment ils donnent la parole à des gens qu'on n'entend pas beaucoup. Voilà, je crois que c'est pour la première question. Est-ce que tu veux répondre Pour le contexte, ça fait plaisir ton optimisme et franchement, nous, on est plutôt pris de ça aussi, de se dire, bon, ben oui, on aurait pu être à Cannes avec tout Ivry-sur-Seine il y a un an, finalement, ça s'est pas fait comme ça, mais il y a eu un très beau coup de projecteur quand même grâce à cette sélection. Le contexte actuel fait résonner autrement le film, c'est vrai. Des fois, il faut beaucoup de temps avant de regarder un film un peu différemment. Là, en un an, il y a eu tellement de changements que nous, on n'avait pas en tête ces événements quand on a inventé Yuri qui se confine tout seul chez lui. Et en même temps, j'espère que c'est un film qui est tourné vers l'espoir, vers une apologie de la communauté aussi, de l'entraide, quoi. Et moi, la sensation que j'ai eue un peu, parce qu'on a fait quelques avant-premières avant que tout soit fermé, on peut discuter un peu avec vous, c'est que les gens, ils apprécient ça aussi dans le film, le côté solaire de Yuri, le côté combatif et pas résigné, quoi. Donc, peut-être que ça va donner envie aux gens d'aller voir le film aussi pour ça, pour cet élan de collectif. Et pardon, je voulais juste rajouter encore, parce que j'avais pas lu tout le message de Anouk, mais sur les inspirations, il y a un film, nous, qu'on a vu pendant le processus d'écriture et qu'on a adoré et qui nous a vachement inspiré, c'est Lazzaro Felice, Heureux comme Lazzaro, de Alice Rohrwacher. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, c'était un peu dur parce que dans l'écriture, nous, on écrivait un Yuri et on avait souvent des retours comme quoi il était trop doux et trop naïf peut-être. Et pour nous, c'était vraiment une volonté d'avoir un personnage comme ça. Je sais pas pourquoi, mais voilà, on y croyait fort, nous, à ce personnage qui a des rêves plus grands que lui, que personne ne pourrait croire. Et du coup, c'est un film qui nous a encouragés à aller dans ce sens-là. Parce que les personnages aussi très tendres, ben, ça peut être très beau. Et je pense aussi au film de Koreeda qu'on adore aussi pour les relations de famille qu'il arrive à tisser dans Nobody Knows ou faire vivre. C'est pas nous, Yuri, c'est pas un enfant, mais il y a un truc comme ça de débrouille un peu de gens enfermés dans un endroit qu'on admirait beaucoup dans une affaire de famille Nobody Knows qu'on a trouvé magnifique. Voilà. Merci pour tes questions. Merci beaucoup. Merci Gaël. Peut-être Bénédicte Boucher, si vous êtes là, si vous avez envie de prendre la parole. Oui, bonjour. Moi déjà, je trouve que c'est chouette que vous fassiez du cinéma pour filmer le monde, comme vous avez dit, parce que on fait du cinéma pour diverses raisons, mais c'est vrai que c'est tout simple. Mais c'est vrai que moi, si je ferais du cinéma, je ferais pour cette raison aussi. Donc déjà, je trouve ça chouette, surtout que vous n'avez pas commencé par des écoles de cinéma, donc bravo. Et ensuite, aussi, j'aime bien vous parler justement que vous aimez pas forcément parler de classement dans certains genres des films. Et j'aime bien parce que votre film, du coup, il mêle fiction et réel. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que du coup, c'est pas se condamner dans un genre et c'est justement être ouvert et c'est chouette. Et ma question, c'était pour la scène avec la barre lumineuse. J'ai trouvé vraiment ça magnifique déjà, donc je me demande comment vous avez fait pour tourner ça. Et aussi, est-ce que c'était une métaphore comme un signe d'espoir ou est-ce que c'était juste pour l'esthétisme? Voilà, merci. Merci Bénédicte, c'est très gentil tout ce que tu dis. On
On y a beaucoup travaillé à cette scène finale, c'était important parce que c'est un peu un apothéose et c'est vrai que pour nous, ce que ça veut dire, c'est un appel à l'aide, à la fois de Yuri auprès des habitants et peut-être auprès aussi de la société pour qu'elle regarde un peu plus avec bienveillance et avec soin la jeunesse qui grandit dans un quartier comme Gagarine, mais c'est aussi un appel de la cité en soi au monde pour lui dire à ce monde, ben, regardez comme j'existe, regardez comme je peux être belle, pas que architecturalement, mais belle pour tout ce qui l'habite. Et donc pour magnifier la cité, on avait cette idée un petit peu d'un SOS lumineux final qui allait rendre la cité complètement spatiale, quoi, qu'on puisse se confondre un petit peu avec un vaisseau au milieu de la ville. Et on aurait rêvé illuminer la cité en vrai. C'était un défi très compliqué, d'autant plus qu'on a quand même eu le droit de tourner dans la cité, mais c'était in extremis juste avant qu'elle soit démolie. On était en cohabitation avec l'équipe de démolissage, De démolition. démolition, pardon, et qui commençait déjà à désamianter une partie de la barre. Donc, en fait, on n'avait pas accès à tous les appartements. Donc, en fait, on a dû faire des effets spéciaux et on a travaillé avec une boîte d'effets spéciaux hyper forte qui s'appelle Micros et qui nous ont vachement aidés. C'était trop intéressant, en fait, pour nous parce que on rêvait un petit peu quand on écrivait le film de faire un peu aussi de films de science-fiction. Donc il y avait les scènes d'apesanteur, il y avait cette illumination finale. Et en fait, on a découvert que l'équipe qui fait les effets spéciaux, c'est une vraie équipe artistique avec laquelle on a des échanges comme ça créatifs qui durent des mois parce qu'il faut le penser en amont au tournage. Donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé 150 figurants au pied de la cité qui font le décompte. Et ensuite, on avait mis devant eux des énormes projecteurs pour projeter la lumière qui était censée être projetée par la cité sur leur visage. Et puis en contre-champ, on a filmé la cité de différents axes, en plan très large et en plan moins large, avec à chaque fois quelques fenêtres éclairées qui nous donnaient une base, une vraie référence de comment la lumière interagissait avec le mur, comment la lumière interagissait avec l'environnement autour. Et Micros s'occupait ensuite de décupler ça et ensuite de trouver une harmonie un peu visuelle. Et finalement, c'est cette ligne qui l'a emporté. Dans le court-métrage, c'était un petit vaisseau qui s'envolait au milieu de la cage centrale en lumière. Là, c'est devenu une ligne droite. Voilà. Bah, pour juste préciser un peu, en fait, nous, il y avait un truc, c'est que en passant du temps, en plus parce qu'on avait fait un peu d'urbanisme dans des quartiers en rénovation urbaine, tout ça, on se dit c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une question qui revient tout le temps, c'est le regard qu'on peut porter sur ces territoires, soit dans le cinéma ou juste au quotidien, et le regard qui est intégré par les gens qui y vivent et comment ça peut vraiment impacter sur la jeunesse et de manière négative. C'est-à-dire que si ce regard il est négatif, il est intégré. Et voilà. Et en tout cas, nous, ce qu'on se disait, c'est que un immeuble, bah, il y a 376 logements dans Gagarine et à chaque logement, sa manière de regarder cet endroit et de l'habiter aussi, parce que dans tous les appartements, les décos sont différentes, on ressent les différences culturelles, économiques, tout. Et du coup, on se disait, bah, nous, on va raconter dans toutes ces petites fenêtres, on en choisit une, et c'est un regard qu'on peut porter sur la cité, c'est celui de Yuri. Il voit cette cité comme un vaisseau spatial, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas beaucoup à s'exprimer, à exprimer ses sentiments, Yuri. Et du coup, ce qu'il fait à la fin, c'est qu'il trouve un autre langage pour exprimer ce regard-là qu'il porte sur sa cité. Et on espère qu'à la fin, il arrive presque à transformer cette cité en vaisseau spatial. En tout cas, c'est comme ça qu'il veut le montrer aux gens, aussi en leur disant que c'est comme ça qu'il la voit et qu'il la trouve belle et qu'il a envie de lui dire au revoir. Donc, en plus du SOS, il y a aussi ce truc il partage pour une fois comment il la voit avec tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va passer à Élie Ruben, si vous êtes toujours là. Je suis toujours là, je vais activer ma caméra pour la question en plus. Donc voilà, parfait. Je suis désolé, j'ai pas de questions parce que vous venez d'y répondre. Pour les références, j'avais bien retrouvé 2001 et
Et puis moi, je lui ai posé une question technique pour savoir comment vous avez fait tous les plans larges qui filmaient la cité, mais vous y avez répondu. Donc, je vais juste faire une remarque. D'abord, merci beaucoup pour ce film. Il était vraiment super cool. Et moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de contrastes entre grandir et à la fois avoir des rêves de gosse, donc regarder les étoiles, ce que j'ai un peu retrouvé. Et surtout, je pense que le climax de du contraste que vous avez amené, c'est quand Yuri il arrive devant ses copains et il dit hey, les gars, Gagarine forever, quoi. Donc c'est pas possible. Je pense que les soviétiques n'auraient jamais pensé qu'on allait mettre un mot anglais juste à côté de Gagarine, quoi. C'est pas possible. Je pense que dans leur conception, ça aurait jamais été possible. Et surtout, vous avez fait un super travail au niveau de la lumière, au niveau des couleurs, et les acteurs, ils sont juste géniaux, et vous les avez rendus beaux, quoi. Et c'est ça qui est, on sent du véritable travail. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Ouais. Enfin, nous, on a toujours des milliards de trucs à dire sur notre film, mais je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais, on passe à la suite. Merci Elie, en tout cas, c'était super. Oui. Merci. Peut-être. Merci. Eda, est-ce que vous avez toujours une question? Oui. J'ouvre ma caméra, mais... Ah, ok. Donc, je voudrais juste d'abord vous remercier pour votre film qui a très bien mélangé un problème tellement terrestre et un sujet tellement extraterrestre. C'est vraiment très, très intéressant. Et du coup, moi, j'ai noté une notion, la notion de la croyance. En fait, je l'ai trouvée très pertinente pendant tout le film parce que pensant aux films de science-fiction, c'est toujours l'astronaute qui a la plus de croyances à la mission, à son groupe et à son objectif qui survit. Et aussi, par rapport à la scène du bar, quand ils se tournaient comme des soufis, j'ai pensé à cette notion de croyance. Donc, j'étais curieuse de savoir si c'était justement cette notion que vous avez aussi voulu mettre en avant dans votre film. Merci. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant et c'est vrai que pour être honnête, ce mot de croyance, c'était pas un mot qui est revenu, je pense, dans la préparation, mais plutôt, et qui est pour nous pas très loin, rêve, quoi, tout le temps rêve. Et pour nous, c'est l'histoire de Yuri et juste avant, j'ai oublié le prénom du garçon avant, mais il en a parlé aussi et ce truc de rêve d'enfant, ben, on avait envie, il y a un peu une question comme ça dans Gagarine. Pour nous, c'est vrai que c'est, je pense, un peu tous quand même enfants, on croit fort dans des choses et il y a peut-être moins d'options. Alors on est plus... et comment on fait pour grandir en gardant ça? Et c'est vrai que nous, notre personnage, on voulait qu'il soit mais corps et âme dans ce truc-là, quitte à être complètement déconnecté de la vie réelle. Mais voilà, il a une foi, c'est vrai, en la survie de l'humanité, je pense, qui est forte et nécessaire. Et donc, je pense qu'on se dit qu'on a besoin de gens comme ça, même s'ils ont l'air complètement barjots. Et pour ce qu'on aimait bien avec Finnegan qui fait le derviche tourneur, qui tourne, c'est que c'était parler d'un personnage un peu cliché peut-être de dealer de cité et de regarder un petit peu plus, si on creuse un peu, en fait, c'est lui, ses rêves, sa foi, elle est aussi à un endroit où on l'attend peut-être pas et qui est hyper intéressante, parce qu'il a aussi une histoire et c'est pas une étiquette qu'il faut coller sur lui. Il croit dans des choses. Il a son récit aussi, quoi, comme tous les gens qui habitent la cité. Et donc, et après, c'est question d'y croire ou pas, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu vraiment. Oui, merci beaucoup, merci. Merci.
Merci Eda. Peut-être on peut passer à Naïla. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Bravo, hein, avant tout, c'est vraiment un super beau film, autant esthétiquement que idéologiquement, je pense. Et moi, c'était vraiment esthétiquement que je voulais vous demander à propos de la lumière, spécifiquement. Est-ce que vous avez travaillé ça en amont, peut-être avec votre chef-op ou je sais pas, ou est-ce que c'était aussi sur le tournage, vous avez improvisé, vous avez trouvé des lumières, je pense par exemple à la scène de la carte du ciel, est-ce que c'était prévu sur le papier ou est-ce que vous avez testé, vous avez eu des nouvelles idées sur le tournage? Et puis, secondement, c'était quoi vos inspirations esthétiques à propos d'autres films que vous avez vus, voilà, vraiment visuellement? Merci beaucoup. Merci à toi. C'est vrai qu'on prépare beaucoup, je pense, nos choix visuels. Ça commence par le décor. On écrit vachement avec nos décors en tête. Et là, pour le coup, la Cité Gagarine, on l'a bien connue. Et avec le chef opérateur aussi, on a passé énormément de temps à la prendre en photo sous toutes les coutures, à réfléchir à quel moment de la journée, pour quelle scène, quelle lumière. Et ensuite, du coup, nous, quand on écrit le scénario, c'est déjà assez visuel à l'écriture. Et ensuite, on passe beaucoup de temps avec Victor et tous les deux à réfléchir à comment on va découper chaque scène, quel sens ça a. Et le découpage, généralement, il inclut aussi une lumière. Donc, par exemple, on s'était un peu dit dans les codes couleurs que Yuri, il était souvent entouré d'un bleu, que ce soit dans ses costumes ou dans la peinture des décors ou dans la lumière du chef opérateur. Et que quand on va dans des scènes plus oniriques, il y a des couleurs plus chaudes, plus rouges qui viennent faire basculer tout ça. J'essaie de réfléchir à si on a eu le temps d'improviser pour certaines scènes, mais je ne crois pas, honnêtement, parce que c'est tellement rapide, en fait, une journée de tournage. On a au moins 2 scènes à faire, ça veut dire maximum 4-5 heures par scène. Si on a plusieurs plans à faire, en fait, et qu'on a des ambitions esthétiques, c'est-à-dire qu'on a un travelling qui suit un personnage ou un mouvement de caméra un peu complexe, plus de la lumière à préparer, il vaut mieux qu'on soit bien préparé en amont. Donc, c'est plutôt du travail de prépa. Pour les références, Fanny elle a cité l'Oscarax, c'est vrai que c'est une grosse référence pour nous parce que il se fait plaisir, quoi. Il transforme la ville, il transforme Paris avec des taches de rouge, de bleu, que ce soit parce que un personnage a un pull comme ça, tout rouge, qu'on va retenir, comme dans Paris, Texas, avec ce pull rose que tout le monde a en tête. Des références comme ça qui ne sont pas du tout réalistes, du coup, nous libèrent assez dans notre mise en scène. Et en même temps, on savait qu'il ne fallait pas que tout soit tout le temps flottant et onirique. Donc, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. On a essayé de laisser la place et la sobriété à des choses plus naturalistes quand il n'y avait pas lieu d'être dans le cosmos. Donc, une scène comme Farid et Yuri qui se disent au revoir dans la voiture, c'est un champ contre champ assez simple. Simplement, ils roulent à côté de la cité et donc on a le mur de briques rouges qui se reflète sur leur visage. Voilà, je sais, on pourrait rentrer plus profondément dans plein de scènes, donc j'essaie de m'arrêter. Merci. Peut-être Kezia avait écrit une question à propos d'une lecture de votre scénario au Festival d'Angers. Alors ça doit être le festival Premier Plan, j'imagine. Il demandait si vous aviez pu faire le film grâce à Premier Plan d'Angers, si vous avez été un tremplin. C'est sûr qu'on est lié à Premier Plan Angers. Et parce que en plus de la lecture de scénario, on avait aussi fait la résidence d'écriture de long métrage qui est hyper intéressante là-bas. La lecture, c'était vraiment super parce que c'était la première fois qu'il y a des comédiens qui se mettaient en bouche le texte et du coup ça nous a permis de retravailler des choses, mais c'était en amont du casting et c'est un peu dur en fait de répondre directement parce que toutes les petites choses, il y a beaucoup de choses de facteurs qui se rassemblent pour réussir à faire un film. Évidemment, passer par Angers, par la lecture de scénario, ça aide beaucoup.
ça ne fait pas tout non plus. Il faut après avoir les financements pour le tournage, mais c'est un gros coup de pouce, ouais. Merci. Peut-être une question de Thibaut Soulabaille? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, merci de répondre à nos questions. Je veux dire que j'ai beaucoup apprécié le film. C'était avant de soumettre ma candidature pour ce festival, c'était le film que j'attendais le plus dans la sélection. Et moi, j'avais une question au niveau du processus en amont. Vous en avez déjà un peu parlé, parce que à la base, ce film, c'était un court-métrage que vous avez réalisé il y a quelques années. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez fait le court-métrage à l'époque en sachant que vous alliez en faire un long-métrage. Est-ce que vous l'aviez fait pour s'entraîner quelque part à l'adapter en long-métrage? Et si l'exercice, du coup, de passer d'un long-métrage, enfin d'un court-métrage à un long-métrage avait été compliqué, de changer de média quelque part, quoi. Alors, pour être honnête, au début, on ne savait pas du tout qu'on allait faire un long métrage parce que c'était notre tout premier pas dans la fiction, Gagarine, le court métrage, qu'on a tourné donc, il y a 5 ans. Et franchement, on y a été avec en tête que c'était la chance de notre vie un petit peu parce que on avait découvert cet appel à concours de scénario de court métrage, qu'on avait été dans les 3 lauréats et qu'on avait 6 mois devant nous pour réunir une équipe, remuer ciel et terre pour réussir à faire ce film avec pas beaucoup d'argent. Et c'est la première fois qu'on s'est retrouvé le premier jour sur le plateau de tournage pour Gagarine court métrage. C'était la toute première fois de notre vie qu'on était sur un plateau de fiction et on s'y est senti trop bien. Et c'est vrai que une fois que le film il a été fini, 15 minutes, on a senti que c'était un peu court et un peu didactique pour raconter ce parcours d'un jeune qui est tellement attaché à sa cité qu'il ne veut pas la quitter. Et ce qu'on avait compris, c'est que ça valait le coup de l'étoffer en long métrage parce que ça permettrait de rentrer un petit peu plus dans la communauté qui entoure Yuri parce que c'est vraiment sa famille et c'est vraiment parce qu'ils sont là que Yuri ne veut pas quitter la cité, avant même ses rêves d'espace. Et donc, en fait, tout ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la chance que Gagarine, le court-métrage, il soit sélectionné dans plein de festivals, dont celui de Clermont-Ferrand. Et une productrice d'Oécourt, Julie Billy, un jour nous a envoyé un message sur Facebook en me disant « J'ai pas réussi à voir Gagarine au festival, mais on m'a dit que ça avait l'air trop bien. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un lien ?» Donc nous, on était en folie parce que Oécourt, c'était d'un coup quelque chose dont on avait entendu parler et c'était un rêve auquel on n'avait même pas pensé, quoi, de pouvoir faire un jour un long métrage. Mais bon, on lui a envoyé, elle a beaucoup aimé et on l'a rencontré avec Carole Scotta, qui sont devenues nos 2 productrices. Et elles nous ont demandé simplement, est-ce que vous avez des envies de long métrage? Et nous, en fait, à ce moment-là, on savait déjà, on leur a dit, nous, on aimerait beaucoup faire de Gagarine un long métrage. Et ça a été 4 ans de travail, donc c'est sûr que ça a été un peu long. Mais en même temps, on a continué à apprendre pendant tout ce processus. On a fait 3 autres courts-métrages, La République des Enchanteurs, Chien Bleu, Sarah revient, qui chacun nous ont appris des choses sur notre manière de vouloir travailler. Et en même temps, ça a été long parce que c'était la première fois qu'on écrivait un long-métrage. Et c'est vrai que ce n'est pas les mêmes ressorts scénaristiques, dramaturgiques, un long-métrage qu'un court-métrage. En même temps, nous, je sens qu'on a été vachement inspirés par la liberté qu'offrent les courts-métrages dans leur forme de narration. Et donc, pendant toute l'écriture de Gagarine, on essayait de se dire, essayons de faire attention à ne pas tomber, malgré les années de travail, dans une structure trop classique. Essayons de faire que le spectateur, quand il découvrira le film, au bout d'un quart d'heure, il ne sait pas ce qui va lui arriver et il aura une nouvelle surprise au bout d'une demi-heure. Et ça, on a essayé de s'y tenir. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Une question écrite de Maëlys qui vous demande si vous avez un autre projet de long métrage de fiction à 2. Oui, du coup, Gagarine, on l'a tourné à l'été 2019. On a fini de le monter complètement après la sélection à Cannes, je pense en juillet dernier. 2020. Donc, depuis, on a eu un peu de temps pour commencer à écrire des nouveaux films et on a plusieurs projets, toujours tous les 2, et notamment un qu'on travaillait juste avant de vous parler, qui
qui est un film où il y aura encore un ancrage social et aussi de la science-fiction et qui sera peut-être tourné dans un autre pays. Voilà. Super, super, on a hâte de voir. Peut-être une question d'Anatole Lefebvre. Oui, bonjour, pardon. Bonjour. Ma question, c'était par rapport au fait que le film parle beaucoup de réhabilitation, puisque vous montrez quand même la cité avec un regard assez amoureux. On voit beaucoup de plans qui mettent en fait la cité en valeur, qui montrent l'architecture et qui essayent d'exprimer que c'est aussi une partie du patrimoine du XXe siècle, ces grands ensembles. Moi, je me demandais qu'est-ce que c'était votre position vis-à-vis de la réhabilitation. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire de ces grands ensembles, surtout au regard de l'actualité en architecture, puisque les prix Pritzker de cette année, c'était Lacaton et Vassal. Donc, peut-être vous avez entendu parler, surtout que j'ai vu que vous veniez de Bordeaux aussi, qui ont un projet où ils détruisent rien et ils essayent de construire par-dessus. Voilà, je me demandais un peu qu'est-ce que c'était votre position en profondeur vis-à-vis de la réhabilitation, qu'est-ce qu'on peut faire des grands ensembles, qu'est-ce que c'était votre avis sur Lacaton Vassal éventuellement. En fait, après des années de pratique un peu de différents quartiers et tout, je trouve que c'est dur d'avoir une position ferme. Donc, elle sera un peu en demi-teinte parce que moi, je trouve qu'il faudrait demander aux habitants de l'immeuble rénové par Lacaton Vassal, enfin des différents projets, comment ils s'y sentent, qu'est-ce que ça a apporté ou pas, parce que ça, moi, je sais pas. Mais par contre, ce projet, oui, à première vue, nous, on l'a trouvé vachement intéressant parce que, en plus, je sais pas, dans tout le mouvement actuel d'écologie, et on se dit que c'est fou de détruire 400 logements juste à côté de Paris, alors que, on manque de logements, qu'ils avaient l'air plutôt ils sont plutôt grands, ils étaient pas tout petits, les logements de Gagarine, tout ça, mais ça, c'était un peu une première approche de se dire, ouais, mais pourquoi ça c'est démoli, pourquoi pas réhabiliter? Et aussi, on pensait ça parce qu'on visiblement en France, quand même, démolir une cité coûte moins cher. Enfin, il y a des aides de l'État pour démolir, alors que pour rénover, il y en a moins de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et du coup, on se pose toujours la question de à quel point c'est pas politique de détruire les cités. Ça l'est dans plein d'endroits, c'est-à-dire cet endroit, il y a trop de trafic de drogue, c'est la merde, ça a mauvaise réputation. On détruit au lieu d'essayer de gérer dans le détail les problèmes. À côté de ça, à l'inverse, nous, en discutant avec les habitants de Gagarine, on a été surpris, mais de les trouver fatigués de vivre dans cet endroit, pour beaucoup aussi, parce que déjà, ça faisait des années qu'on parlait de réhabilitation, démolition, réhabilitation. Ils ne savaient plus où ils en étaient. Et du coup, il y en a pas mal qui ont été soulagés de se dire qu'ils allaient être relogés. En plus, Ivry, quand même, la mairie communiste, qui a un passé important de lien avec cette cité Gagarine, avait promis, et il l'a fait, de reloger les gens dans Ivry, pas trop loin, parce que ce qu'il y a, c'est que la cité Gagarine a été très près du RER, dans un endroit très central, donc aussi intéressant pour les habitants pour ça. Et puis, en fait, c'est une cité, comme pas mal de cités qui ont été construites dans les années 60, qui a été construite vite et avec des matériaux pas forcément très solides, et donc est très près du RER, là, dans le cas de Gagarine, donc très mal insonorisé, mal isolé, donc avec des vrais arguments architecturaux et pour la détruire. Donc voilà, après, donc il y a toujours un peu ces deux côtés, de se dire à quel point on peut faire du neuf avec du vieux, réutiliser des choses, et à quel point en même temps c'est l'évolution naturelle d'une ville de se détruire pour se reconstruire. Le problème, c'est que quand même souvent, ce qu'on remarque, c'est que quand c'est détruit, souvent c'est repousser les pauvres encore plus loin, quoi. Plus on est pauvre, plus on est loin du centre de ville, encore plus du centre de Paris. Donc voilà, en tout cas, je trouve que les projets de Lacaton Vassal, ils sont vraiment intéressants pour l'alternative qu'ils proposent. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On approche petit à petit de la fin de la rencontre. Encore quelques questions. Gabriel? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai pas de caméra, donc je ne peux pas montrer ma bouille, mais le son est là.
Déjà, bravo, parce que c'était très chouette, votre film. Vraiment, pour 2 raisons principales, je pense, c'est d'avoir décloisonné les genres comme vous l'avez fait et réussi à mêler fiction et réalité comme ça et inclure l'espace au milieu de cette cité. Et au début, c'est assez choquant. Enfin, c'est assez étrange. Et ensuite, pour votre parcours aussi, qui est, je trouve, comme vous nous l'avez expliqué, assez incroyable, venir de l'urbanisme et ensuite réussir à réaliser un film de cette ampleur. Donc voilà. Moi, je me demandais, du coup, par votre parcours, j'avais noté cette citation qui est très belle, que Yuri dit à Diana quand ils sont en haut de la grue. Tu connais les banlieues célestes, ça brille moins, mais sans ça, l'étoile ne survit pas. Et je me demandais, vous, il y a déjà eu la question d'Anatole tout à l'heure sur la réhabilitation, et on a l'impression que c'est un peu une ode à la récupération, à la réhabilitation, mais est-ce que aussi ça s'inscrit dans une réflexion sur la région francilienne et Paris qui brille et les banlieues qui la nourrissent, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Bien sûr, oui, il y a une histoire aussi de centre et de périphérie et de comment elles interagissent et comment elles ont besoin l'un de l'autre. Nous, ce qu'on avait envie, c'était pas d'un discours d'opposition, mais plutôt d'appel à la reconnaissance que la banlieue, elle existe et qu'elle apporte aussi énormément au centre, comme tout organisme vivant, un petit peu, j'ai envie de dire, quoi. Et donc, un appel à prendre soin des relations, de la possibilité des échanges qui peuvent se créer. Et du coup, c'est vrai que même en termes de vivre ensemble et d'aménagement de la ville, on est curieux de quelles nouvelles utopies peuvent être inventées et donc attentifs au Grand Paris, à des choses qui se posent aujourd'hui parce que il y a un besoin de nouvelles utopies, c'est sûr. On n'a pas les clés de solution, mais c'est vrai que tout à l'heure, vous posiez la question de réhabilitation. Nous, dans tout le film, nos personnages, que ce soit Diana ou Yuri, les personnages un peu principaux, c'est sûr que même philosophiquement, ils ont une foi en la possibilité de réparer les choses, toujours les choses ou les relations humaines. Et cette foi-là, elle nous fait dire que même si les utopies d'hier, elles ont l'air de s'être un peu cassées la gueule, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être capable d'en inventer des nouvelles. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alma, est-ce que vous avez une question? Oui, bonjour. Déjà, je voulais vous remercier pour... Vous m'entendez, en fait? Ok, super. Déjà, je voulais vous remercier pour ce film qui était vraiment très touchant et personnellement, j'ai vraiment apprécié le mélange que vous avez fait entre un film qui parlerait tout simplement de l'espace et un film sur les cités. Je trouvais ça très intelligent et très bien fait. Donc, vraiment, bravo pour ça. Et j'ai une petite question telle qu'elle a déjà été posée, mais je suis un peu arrivée en cours de route. Quand est-ce que ça sort au cinéma? Parce que je le reverrai avec grand plaisir en salle. Et je voulais également vous demander comment est-ce que vous avez, comment vous résumeriez le processus d'écriture du personnage de Yuri? Parce que, personnellement, au début du film, comment dire, j'avais une vision assez réaliste du personnage. C'était un jeune de banlieue qui avait un rêve et petit à petit, il devient très, un peu fantastique en fait. Il développe des talents, il fait des choses exceptionnelles et du coup, je me demandais si, tout simplement, comment est-ce qu'il a été écrit? Est-ce que vous étiez parti de quelque chose que vous vouliez un peu réaliste et dans lequel vous avez insufflé une dose d'onirisme ou quelque chose comme ça? Enfin, bref, voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour tes retours. Et pour le personnage de Yuri, je suis restée sur ce que tu as dit à la fin. Est-ce que c'est un personnage réaliste dans lequel vous avez un peu d'onirisme? J'ai l'impression que c'était un peu l'inverse. Parce que maintenant, ça remonte le processus d'écriture. Donc après, une fois que le film est fait, on a l'impression que c'était là dès le début. Mais pour essayer de se souvenir, je pense que nous, déjà, à la base, il y avait 2 personnages principaux. Il y avait Yuri et son immeuble. Et on trouvait ça... Pour nous, c'était évident qu'un personnage pouvait être un immeuble. Et que la relation entre les deux, elle était vraiment
irréel, mais métaphorique, en fait, de son attachement au lieu et puis de ses rêves. Et donc, c'était un personnage très taiseux et avec un imaginaire, une vie intérieure très riche. Et, et je crois que plutôt le travail d'écriture a été de le rendre un peu plus réaliste, un tout petit peu, parce que ça, c'est aussi la rencontre avec des productrices et avec des interlocuteurs qui ramènent nos tendances naturelles vers des choses qui marchent mieux en termes de dramaturgie. Donc, on s'est efforcé, je pense, de s'inspirer parce que donc on a passé pas mal de temps à Gagarine avec des jeunes qui avaient des rêves immenses aussi, plein de rêves très différents qu'on n'entend pas beaucoup quand bah voilà, on parle parfois que un peu de, pour résumer, mais de foot et enfin, de trafic de drogue quand on parle de banlieue. Je caricature un peu, mais parfois c'est ça. Bah, franchement, en discutant avec plein de jeunes et de moins jeunes, il y a beaucoup plus de diversité que ça. Et du coup, forcément, Yuri, il est un petit peu inspiré de tous ces gens. Et en même temps, je pense qu'on n'a pas pu s'empêcher de le laisser bah, comme quelqu'un qui est un peu à côté du monde et qui a grandi dans une bulle d'amour que lui ont apporté toute cette communauté d'habitants, à laquelle lui, pourquoi plus qu'un autre, il s'est attaché et ça lui a permis de développer ces rêves-là. Il les a aussi sûrement développés parce qu'il a une situation familiale pas simple et qu'il a sûrement été souvent seul et puis qu'il a été appelé Yuri parce que ses parents ont eu un logement social dans cet endroit-là. Enfin, bon, je me perds un peu, mais en tout cas, enfin, je pense qu'il était très présent dès le tout début de l'écriture comme quelqu'un qui représenterait une jeunesse qui existe pour nous, c'est un garçon, mais il est doux. Voilà, enfin, on voulait qu'il soit comme plein de garçons qu'on connaît, mais que parfois ils sont un peu moins représentés. C'est pour ça que je parlais de Lazaro tout à l'heure aussi, et qu'il soit tendre et rêveur. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup. Et du coup, est-ce qu'il y a une date prévue pour qu'il sorte en salle ou pas encore? 23 juin. Ok, c'est noté. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci. Oui, je vois une question de Élie Bourdon. Est-ce qu'il y a déjà eu des questions sur la disparition de Oussam au milieu du film? Jamais. C'est vrai, pas trop. On aimait bien cette surprise que Yuri se lance dans un premier objectif auquel on croit et où on se dit que ça va peut-être être toute la lutte du film, c'est de sauver la cité de sa démolition. Et puis finalement, au bout donc Oussam et Diana s'embarquent avec lui dans ce combat et commencent à réparer. Et puis finalement vient l'experte, une entité extérieure comme ça, qui donne une sentence assez froide sur la cité. Et donc au bout d'une demi-heure, il y a une ellipse et les gens déménagent et Yuri se retrouve seul et Oussam part. Et nous, on trouvait ça assez fort parce que on espère que ça permet de vivre le déchirement de Yuri à cette famille de substitution que sont ses meilleurs amis, sa mère de substitution qui est Farid. Et ensuite, en fait, ça fait qu'on se retrouve avec un personnage qui a un temps de flottement, il a un temps sans objectif, et il doit chercher en lui un nouveau ressort, et du coup, son objectif, ça devient je vais construire ma capsule de survie. Et du coup, il y a un nouveau trio presque qui se forme entre Diana qui revient et Dali qui est un peu ce dealer cosmique qui en fait est aussi un clochard céleste quelque part et a besoin d'un abri et donc Yuri le prend un peu sous son aile avant que ce groupe-là aussi se délite. Mais c'était un parti pris quoi et on est quand même heureux, j'espère, de revoir Oussam à la fin. Moi, à chaque fois qu'on regardait les versions montage, on en a vu beaucoup. Le moment qui me mouvait le plus, c'était quand Oussam rentre dans la cité avec Diana et qui découvre la capsule de Yuri qui est beaucoup moins flamboyante que ce qu'on a vu à travers les yeux de Yuri, mais qui au contraire est plutôt en état de désuétude avec de la nourriture un peu comme ça par terre. Et Oussam, il a juste les yeux un peu humides, quoi. Mais moi, dans ce regard-là, j'y vois un peu la douleur de se dire mais c'est pas possible qu'on les laissé tout seul tout ce temps et donc j'espère que malgré la disparition d'Oussam pendant un bon temps du film on reste en empathie avec lui avec ce qu'il vit
jusqu'au bout. Et Elie, je ne sais pas si j'ai répondu du coup à ta question maintenant qu'on te voit. Ah oui, merci. Non, c'est parce que en fait, en fait, je m'étais attaché beaucoup à ce personnage, au personnage principal, à beaucoup de personnages, et j'avais eu l'espoir pendant une bonne partie du film, du coup, qu'ils redeviennent amis et qu'il y ait à nouveau cette amitié et tout ça. Mais c'est vrai que oui, ça apporte aussi une autre dimension, évidemment. Oui, d'accord. Mais en tout cas, oui, vous avez bien répondu à ma question, merci. Okay. Et non, je voulais juste rajouter que j'avais beaucoup aimé le film. Merci beaucoup. Merci. Merci Elie. Eh bien, peut-être on va clore bientôt cette rencontre. Merci Jérémy, merci Fanny. Je laisse juste la parole à Adrien qui va redire quelques mots aux étudiants. Mais peut-être avant, vous avez envie de dire quelque chose pour la fin de la discussion. Peut-être il y a des thèmes qu'on n'a pas pu aborder, mais c'est vrai que ça fait 1h20 et peut-être voilà, il y avait encore plein de choses à évoquer. Le film est très riche. Merci encore de vous être prêté à l'exercice. Non, merci beaucoup. C'est étrange parce qu'on sait que vous êtes là, mais on ne vous voit pas. Donc, on espère que peut-être un jour, on vous retrouvera dans une salle de cinéma. On a hâte de nous-mêmes voir des films et partager des émotions. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie de faire des films. J'espère que ça peut être inspirant de voir Gagarine. Je vois qu'il y a une question sur le langage aussi en bas, qui était une question aussi pour nous tout le long de la fabrication du film. Non, merci beaucoup pour vos questions. Non, merci. C'est toujours particulier pour nous de discuter avec des jeunes parce que le film il parle de jeunesse beaucoup et on a grand espoir que ces jeunes-là dont on parle, ils aillent voir le film. Pour des raisons un peu d'habitude, c'est parfois un peu dur de mobiliser les tranches jeunes de la population à aller voir des films parfois qui ont un label un peu auteur, alors qu'on espère que Gagarine, c'est un film qui pourrait avoir plusieurs labels différents quelque part, quoi. Et donc de sentir que dans nos échanges, que ce qu'on a essayé de dire avec ce film sur la jeunesse, ça parle à certains d'entre vous, ça nous fait forcément très chaud au cœur. Merci beaucoup. Effectivement, on recommande à tous les étudiants jurés d'en parler autour de soi. Et donc, fin juin, c'est ça, le 23 juin, la sortie. Et pour les Parisiens, alors désolé, on fait des choses aussi très parisiennes de temps en temps. Je ne sais pas si vous êtes au courant encore, Fanny et Jérémy, mais on va faire une séance France Culture au Majestic Bastille. C'est la projection donc en avant-première, voilà, de votre film, Majestic Bastille à Paris, et ça sera Antoine Guillot cette fois qui animera le débat avec la salle, qui ne sera pas remplie uniquement d'étudiants, mais on espère de beaucoup d'étudiants. Merci à tous pour ces échanges. Merci beaucoup à Fanny. Excusez-moi. Oui. Est-ce que c'est possible de poser une petite dernière question? Allez-y. Je ne sais pas si ça a déjà été posé parce que j'ai été obligé d'arriver en cours de route. C'était juste pour savoir, il y a deux acteurs, il y a Denis Lavant, du coup ça se comprend par le fait que vous avez cité Léos Carax comme une inspiration. Du coup, j'imagine que c'est pour ça aussi que vous l'avez pris pour une scène, mais c'était pour savoir, Lina Roudry et Finnegan Oldfield, ils sont déjà assez connus, c'est un peu des têtes d'affiche du coup pour le film, et pourquoi ce choix du coup de ces deux acteurs-là? C'était juste ça, je sais pas si ça a déjà été demandé du coup. Non, mais c'est marrant parce qu'il y a Salomé qui a écrit parce qu'elle est géniale pour Lina. J'ai envie de reprendre sa réponse parce que en fait, en tout cas, je sais pas s'il y a ça dans ta question, mais on a été assez libre. On n'a pas eu à mettre des têtes d'affiche dans le film. Puis c'est les personnages principaux, mais vraiment c'est des rencontres. Finnegan, on l'avait vu dans plusieurs films et on l'adorait. Et ça a été. Et au début, on cherchait pas du tout ce genre de profil. Puis à un moment, Judith Chalier, notre directrice de casting, elle nous a dit mais on avait un peu du mal à le trouver, ce personnage. Elle nous a dit mais et Finnegan, et nous en fait on l'adore. Finnegan, on l'adorait sans le connaître évidemment, mais au cinéma. Et du coup, on s'est dit mais oui. Et direct, on l'a rencontré. Il est arrivé avec une idée de mais en fait, Dali, c'est un personnage, c'est un extraterrestre. Bon, on a dit ok, c'est génial, on travaille ensemble et c'était hyper riche. Et Lina, vraiment, c'est une rencontre et intéressante pour nous parce que, en fait, au début, on voulait prendre une jeune fille rome parce qu'on trouvait que c'était important que
qu'il soit représenté au cinéma, et c'est pas beaucoup le cas. Et en fait, Lina, c'est une super actrice et au casting, tout de suite, son expérience et elle, derrière la caméra, nous émeuvait. Et donc, du coup, ça a été un peu le moment où on s'est dit, faut faire confiance aux acteurs, aux actrices, à la fiction. Et on a essayé de travailler avec elle, alors qu'elle n'est pas Rome, mais on était très contents d'avoir fait ce choix. Voilà. D'accord, merci bien. Merci à tout le monde à Merci nouveau. beaucoup, oui. Merci à tous, merci Elie. Dynastie alors dans pas longtemps. Voilà, dans un peu plus d'un mois. Et puis, bonne chance. Et encore une fois, parlez-en autour de vous, parce que vous êtes les meilleurs ambassadeurs du film, surtout si vous l'avez bien aimé, apparemment. Pour nous, pour le prochain, le prix cinéma, donc ça continue. Et la prochaine rencontre, elle a lieu ce vendredi 14 mai à 15h avec Kauter Benania pour L'homme qui a vendu sa peau. Voilà, qui est en lice, c'est en compétition avec vous, parce que malheureusement ou heureusement, en tout cas, le prix du cinéma des étudiants, il y a des lauréats, il y a un vote des étudiants. On vous souhaite bonne chance donc pour ce prix et à très bientôt alors. Merci à tous, merci encore Henri Leblanc. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.